France Inter. Citoyens et citoyennes, camarades, compagnons, travailleuses, travailleurs, françaises, français. Et tous les autres, bienvenue dans Enquête de politique. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Enquête de politique. Thomas Legrand sur France Inter. Attention, nous vous proposons aujourd'hui une émission bien particulière avec notre invité Arthur Keller. Arthur Keller est un ingénieur de formation spécialiste des risques systémiques et des stratégies de résilience collective. Il a été auditionné par l'Assemblée dans le cadre de la mission sur la résilience nationale. Systémisme, résilience, mais aussi transition, ce sont des termes qui peuplent nos débats, la grande conversation nationale, des mots qui se sont dissous dans les polémiques ou le flot des discours politiques de ceux qui doivent bien parler de l'avenir de l'humanité en proie au réchauffement climatique, mais qui ne veulent ou ne peuvent pas trop en dire non plus, par peur, par ignorance, ou tout simplement parce que se plonger vraiment, honnêtement, sérieusement dans la réalité de ce qui nous fait face est inconcevable. Eh bien, c'est à cet exercice un peu grave que je vous propose de nous livrer ce soir avec Arthur Keller. Systémisme, résilience, transition, des mots auxquels notre invité d'aujourd'hui, unique invité parce que vous le verrez, il lui faut du temps, donne un sens bien particulier. Attention, ce qu'Arthur Keller nous apprend n'est pas simplement le sens de ces mots, mais ce qu'il y a derrière. Je n'ai pas appelé cette émission le collapsisme ou le collaptionnisme parce qu'Arthur Keller se refuse à utiliser ce vocabulaire. Accrochez-vous quand même, amis auditeurs, je sais bien que nous sommes un dimanche soir, que peut-être vous êtes dans votre cuisine à préparer le dîner ou en voiture de retour de week-end, bref, que vous faites autre chose que simplement de nous écouter, mais ce qui suit est ardu. Vous pouvez d'ailleurs toujours réécouter cette émission en podcast comme tous les numéros d'Enquête de politique sur l'appli Radio France. Arthur Keller, bonsoir. Bonsoir Thomas. Vous êtes également prof à Supélec, conférencier à l'école des mines et pour diverses écoles d'ingénieurs. Vous formez des élus et des conseillers des collectivités locales dans leur stratégie de sécurité globale. C'est du sérieux, du scientifique. Vous n'êtes pas un idéologue, pas un extrémiste. On pourrait vous classer comme un hyper-réaliste et c'est à la fois effrayant et vertigineux parce que vous envisagez l'effondrement mais aussi la résilience, et d'ailleurs il suffit de lire le titre des ouvrages auxquels vous avez participé, Changer ou disparaître, le vrai bilan sur notre planète aux éditions Albin Michel, Effondrement de l'Empire humain aux éditions Rue de l'Échiquier, Manuel d'un monde en transition, sans un obstacle au changement et sans une piste d'action aux éditions de l'Aube. Alors Arthur Keller, est-ce qu'on ouvre une heure là complètement dépressive ? Est-ce que vous nous annoncez tout simplement l'effondrement ou est-ce que vous allez nous expliquer quelque chose de peut-être un petit peu plus positif ? Positif, je sais pas, mais constructif. Et oui, il va falloir tempérer un petit peu. Merci beaucoup Thomas. Il faut tempérer un tout petit peu tout de même cette présentation parce que les risques d'effondrement au pluriel, plus qu'au singulier, les risques d'effondrement de société sont tout à fait réels. Mais par contre, il y a encore peut-être une piste pour limiter tellement la casse que finalement, ce serait plus vraiment un effondrement. Et là, justement, on va parler de résilience, mais pas de la résilience individuelle, psychologique, celle de Boris Cyrulnik par exemple. Non, mais pas celle-là. Voilà, bien de la résilience collective et même territoriale et peut-être sociétale. En tout cas, la résilience de ce qu'on appelle les systèmes socio-écologiques, c'est-à-dire les sociétés humaines, mais pas que. Les sociétés en interaction avec le monde naturel. Alors d'abord, je voudrais que vous nous expliquiez votre titre. Vous m'avez dit « Je suis systémicien ». Parce qu'en ce moment, quand on écoute les discours politiques, le racisme est systémique, la violence dans la police est systémique. Et généralement, quand on dit ça, ça veut dire il faut changer le système, quoi. Il faut changer les règles. Puis voilà, et on évacue. Tout à fait. On parle d'autre chose là. On parle un peu d'autre chose. C'est-à-dire pour moi, il y a trois dimensions dans votre question. C'est c'est quoi un systémicien ? Et donc pour pouvoir répondre à ça, je voulais d'abord répondre à c'est quoi la systémique ? Et ensuite, effectivement, les usages du mot systémique, parce qu'il y a la définition, on va dire sur le papier, et puis ensuite il y a ce qu'on en fait dans l'usage du vocabulaire courant. Et effectivement, il y a des abus de langage.
Bon, alors la systémique. Alors voilà. Donc la systémique, c'est surtout une manière de penser. À la base, il y a différentes manières de rentrer dans la systémique. Moi, je suis ingénieur de formation et dans le cadre de ma formation d'ingénieur, j'ai fait de la dynamique des systèmes. Alors c'est très particulier. Là, c'est vraiment de la physique et des maths, de l'informatique. C'est comment on modélise des systèmes complexes. Et on peut appliquer ça à différents types de systèmes. Des systèmes relativement simples et des systèmes très très complexes. En l'occurrence, voilà, j'ai appliqué ça au système le plus complexe qui soit, puisque c'est un système qui englobe à la fois les sociétés humaines, donc ce qu'on peut appeler l'anthroposphère, toute la sphère des activités humaines sur Terre, et également ce qu'on appelle le système Terre. Le système Terre, c'est là où il y a de la vie sur Terre. Et donc ça inclut à la fois la lithosphère, qui est la couche externe du manteau terrestre, l'hydrosphère, qui est l'ensemble des eaux, les océans, les eaux souterraines également, la cryosphère, l'ensemble des glaces qui fondent, également l'atmosphère, la biosphère, l'ensemble du vivant, et enfin la pédosphère, l'ensemble des sols. Bon voilà, donc je ne rentre pas plus dans le détail, mais tout ça c'est le système Terre, et il faut s'occuper du méta ou du supra-système hyper complexe, dynamique, qui est constitué à la fois de l'anthroposphère et du système Terre. Autant dire tout de suite que la modélisation précise de ce système est impossible. Il ne s'agit pas de prétendre que l'on pourrait tout modéliser. Mais par contre, on peut faire des grandes modélisations générales, qui sont plus qualitatives que quantitatives, et on peut voir se dégager un certain nombre de principes et de dynamiques. Voilà, moi je suis rentré dans la systémique par la dynamique des systèmes, c'est-à-dire la modélisation des systèmes complexes. Mais ensuite, plus tard, j'ai découvert qu'il y avait d'autres approches qui sont différentes et en même temps qui partent d'une même idée. On a par exemple une approche de l'école de Palo Alto aux États-Unis, qui est également une approche de systémique, cette fois-ci appliquée en psychologie, mais d'une certaine manière, il s'agit de relier les éléments entre eux. C'est-à-dire la psychologie, il n'y a pas juste un thérapeute et face à lui, quelqu'un, une personne. Ce qui est intéressant, c'est de replacer cette personne dans les interactions de son entourage, de sa vie en réalité. Et donc de voir les choses d'une façon complexe, de voir les choses d'une façon multidimensionnelle et interactive, ou interactionnelle, pourrait-on dire. Et puis il y a une troisième approche également, via la pensée complexe, qui est, pour le coup, c'est une école de pensée qui est pas exclusivement, mais qui est beaucoup française, avec des gens comme Lemoigne ou comme Edgar Morin. C'est une réflexion au sein de l'université de jeunes chercheurs qui sentent que pour comprendre les phénomènes naturels, non seulement les disciplines traditionnelles ne sont pas satisfaisantes, mais même que l'écologie a toujours été prise dans un sens restreint. Le philosophe Edgar Morin en 1974. Ils comprennent que l'écologie, ça doit être une science de l'interrelation et des interactions très nombreuses, très complexes entre différents êtres vivants. Dans une niche écologique, c'est-à-dire bien sûr, c'est inclus dans l'idée d'écologie, qui est une science récente, mais ça prend quand même l'aspect d'une réaction très forte contre le savoir disciplinaire et découpé en morceaux. Alors, ce thème de la nature, évidemment, ça apparaît être le grand thème permanent, romantique, rousseauiste. Et alors, il s'opère une liaison. Jusqu'à présent, dans l'optique traditionnelle, disons, de notre civilisation, il n'y avait pas de nature. On laissait la nature aux poètes, n'est-ce pas ? Il n'y a que des objets que l'on peut manipuler. Dans le fond, c'était le fruit aussi bien, disons, du positivisme que de la pensée, enfin, que la métaphysique, disons, cartésienne, n'est-ce pas, qui fait l'homme sujet, n'est-ce pas, et un monde d'objets. Alors donc, la technique, n'est-ce pas, avait fini par traiter tout l'environnement comme des objets qu'on pouvait manipuler, détruire. On détruit une forêt, on détruit n'importe quoi, etc. Et ce qui s'est passé, je crois, c'est que ce traitement des phénomènes naturels comme objets a commencé à entraîner certaines lésions irréparables. Alors, sans aller trop dans la complexité, parce qu'on n'a pas le temps aujourd'hui, et sans rentrer dans les équations différentielles du 3e degré, parce que... S'il vous plaît. Voilà, je pense que les gens s'en passeront. Sans faire cela, pour autant, on peut déduire un certain nombre de principes sur comment fonctionne un système. Et comment fonctionne un système ? C'est avant tout les interactions ou les règles d'interaction entre les éléments du système. Je prends un exemple extrêmement simple. Ça peut paraître compliqué parce que je vais utiliser un mot compliqué, mais en fait, c'est simple à modéliser. Un plasma. Un plasma, ce sont des particules qui sont ionisées, voilà, qui ont une charge. Et en fait, mais ça pourrait être un fluide également. On est absolument incapable aujourd'hui de dire comment se comporte chaque particule au sein d'un plasma ou au sein d'un fluide, d'un liquide qui est en écoulement. Voilà. Donc, quelle est la trajectoire d'une particule ou d'une molécule d'eau ou d'un ion dans un plasma ? Impossible à modéliser. Et pourtant, bien qu'à l'intérieur du plasma, les particules fassent tout et n'importe quoi, le comportement général du plasma en lui-même, on sait le modéliser à très peu de choses près, en fonction des contraintes ou des forces qui s'exercent sur ce plasma, ou sur ce liquide, ou sur ce fluide, comme je disais avant. Voilà. Et donc c'est extrêmement intéressant, parce qu'en fonction des règles d'interaction, certes, on ne peut absolument pas savoir ce qui se passe en détail dans le système, et pourtant, les frontières du système sont assez connues, et le comportement général du système, on le comprend plutôt très bien. France Inter, enquête de politique. Thomas Legrand. Alors là, il faut reprendre notre souffle. Arthur Keller,
En quoi tout ce que vous venez de nous expliquer peut nous éclairer sur la question de l'effondrement ou pas et sur la façon d'y faire face? Ouais, alors cette question là, c'est un sujet du bac. Là, il me faut 4 heures, mais là, avec le temps dont je dispose aujourd'hui, essayons d'aller droit au but. Nous avons aujourd'hui des gens qui nous parlent de grands problèmes. On parle évidemment beaucoup du changement climatique, et c'est un très très gros problème. Sauf que on confond problème et symptôme, et il faut être précis sur l'usage des mots. La systémique, une fois de plus, c'est des interactions. Quand on est un systémicien, quand on réfléchit, on ne voit pas un système sous forme simplement de problème, solution. C'est très binaire, sachant que très souvent les solutions créent leurs propres problèmes derrière. Donc ça s'arrête pas là. On n'est pas simplement sur cause-conséquence, parce que souvent les conséquences peuvent rétroagir sur les causes. Et donc c'est plus des cycles, c'est plus des boucles de rétroaction. Et donc on voit un système, on le comprend sous forme d'interactions qui peuvent avoir des effets linéaires, des effets d'accélération soudain, des effets de décrochage, des effets d'emballement. Et le truc est le suivant, c'est que dans tout système, il y a des points de rupture. Quand on a un système qui est organisé, comme une société humaine, comme un système socio-écologique, donc sociétés humaines en interaction avec la nature, avec des ressources, avec des écosystèmes, avec des cycles biogéochimiques, les grands cycles du vivant, avec un climat, etc. Quand on est dans ces systèmes-là, eh bien, ce que l'on voit effectivement, c'est qu'il y a des dynamiques extrêmement complexes qu'on ne peut peut-être pas toutes comprendre, mais qui rend l'approche classique par problème-solution un peu à côté de la plaque. Or, c'est comme ça que l'on procède. On dit, on a des problèmes, on a des solutions. Et en fait, la grande problématique que j'essaie de décrire dans un certain nombre de mes interventions est la suivante. Sous prétexte qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de grands spécialistes, des grands scientifiques, des experts, de tout un tas de sujets, le changement climatique donc, mais aussi la biodiversité, les problèmes d'eau, les problèmes d'accès aux ressources, les problèmes d'énergie, les problèmes de pollution, les problèmes de santé liés à tout ça, et des problèmes qui sont pas strictement écologiques. C'est pas une question strictement écologique, c'est une question, vous allez le voir, de sécurité de nos sociétés. Nous avons des enjeux également sur la logistique, sur les flux d'approvisionnement, notre dépendance à des chaînes d'approvisionnement, sur comment l'économie est organisée, sur comment les gens se déplacent, etc., sur les infrastructures, etc. Arthur Keller, il faut quelquefois un peu respirer avec une illustration, donc je vous force un peu, Arthur Keller. Pas de problème. Mais je voulais que nous écoutions cette illustration de ce qui s'est passé il y a une dizaine de jours en Espagne, cette espèce de blackout électrique. Est-ce que c'est un des signaux faibles de ce que vous décrivez quand vous parlez d'effondrement ou du système qui bug? Est-ce que c'est de cela dont vous nous parlez? On s'en parle juste après. Dans les tunnels du métro de Madrid, c'est à la lumière de leur téléphone que ces passagers cherchent la sortie. Certains n'ont d'autre choix que de marcher sur les voies. Une panne électrique gigantesque vient de toucher toute l'Espagne. Sur les routes, les feux de signalisation ne fonctionnent plus. Et voilà tout un pays paralysé. C'est le chaos total. Arthur Keller, ce qui s'est passé en Espagne, est-ce que c'est simplement une toute petite alerte de ce qui nous attend peut-être en plus grand et de notre grand désarroi? Quelques heures sans électricité et c'est la panique totale pour un détail, tout s'arrête, le système ne fonctionne plus. Oui, alors bon, écoutez, ce qui s'est passé en Espagne, là, c'est un révélateur que tout est connecté. C'est un révélateur qu'il y a certains systèmes, en l'occurrence le système électrique, dont à peu près tout le reste dépend. Mais tant qu'on a les moyens à la fois techniques, financiers, pour rapidement réagir, tant que l'économie fonctionne bien, que les sociétés, les entreprises spécialisées sur le sujet fonctionnent bien, on peut alors rapidement envoyer les bonnes personnes, les bons spécialistes, avec les bons équipements aux bons endroits, et remettre ça et rééquilibrer le réseau. Non, le souci, c'est quand ce type de choses va se produire, ça se reproduira sous une forme ou une autre, à un moment ou à un autre, mais se reproduira dans une société qui va beaucoup moins bien, avec beaucoup moins de moyens. Or, on va vers ça. On est aux limites et aux frontières de notre système économique, et demain nous aurons beaucoup moins de moyens pour gérer ce genre de choses, et ça va commencer à dysfonctionner beaucoup plus profondément que ça. Là, c'est juste un warning, et ça met en lumière, c'est un révélateur d'un certain nombre de nos dépendances et vulnérabilités. Ouais. On continue sur le systémisme et sur votre explication du système. C'est ça. Et donc, on a plein d'experts de tous les différents sujets, et il ne s'agit pas de remettre en question leur expertise. On a des gens qui sont très très forts, très très bons. Mais chacun nous dit donc, voilà un petit peu, dans mon silo disciplinaire, voilà le constat. Bon. Et donc, on s'imagine à tort, et vraiment à tort, que si l'on fait la somme de tous les constats de tous les spécialistes de toutes les disciplines, on aurait une bonne vision des enjeux du monde. Et ça, c'est totalement faux, comme je vais l'expliquer juste après. De même, ces gens, ils se contentent pas de faire un constat. En général, ils disent, voilà ce qu'on peut faire. Et donc, ils nous proposent des leviers.
certains, et trop souvent à mon goût, appellent ces leviers des solutions. Et là, on a un problème parce que pour moi, ça résout pas grand-chose en général. Ça peut résoudre des problèmes ponctuels et localisés, mais ça résout pas les grands problèmes. En fait, ils répondent à une interrogation politique des peuples. On a un problème, il nous faut une solution. Bien sûr. Et donc, c'est cette logique de solutionnisme qui, pour moi, n'est pas adaptée justement à un problème systémique. Donc, au final, on s'imagine que si on faisait la somme de toutes les solutions que nous proposent les différents spécialistes des différents sujets, on aurait une réponse globale. Bon, ben là, pourquoi c'est faux? C'est là qu'intervient la systémique. Et la systémique, j'utilise une métaphore pour bien faire comprendre aux gens. Je vais vous expliquer, selon moi, quelle est la véritable, profonde nature du problème. Le problème, c'est que notre civilisation, nos sociétés humaines, sont des machines qui convertissent la nature en déchets. C'est-à-dire qu'en amont, on prélève un certain nombre de ressources, là, on les utilise ensuite avec de l'énergie, on les transforme, on fait de la nourriture, on fait des biens, des services, on fait des infrastructures, etc. Ce sont les sociétés humaines et les activités humaines. Et en amont, on génère des déchets et des pollutions. Voilà. Et il y a quelques rebouclages, si vous voulez, quelques recyclages, mais globalement, c'est un cycle très linéaire. On prend, on transforme. Au passage, d'ailleurs, on détruit un peu la nature. Et, enfin, quand je dis un peu, c'est une litote. Et ensuite, on génère des déchets et des pollutions. Les déchets et les pollutions sont de trois natures, solides, liquides et gazeux. Et parmi les gaz, il y a des gaz à effet de serre qui détraquent le climat. Et donc, le changement climatique n'est qu'une des multiples conséquences, on peut dire, un des multiples aspects de ce problème plus large. Moi, je dis, c'est un des multiples symptômes de cette maladie. La maladie qui est, on prélève trop en amont, trop d'extraction du système naturel, on transforme trop et également on commence à détruire la nature plus vite que sa capacité d'autorégénération, et ensuite on pollue trop plus vite que la capacité d'auto-épuration des écosystèmes. Et c'est ça qui fait que le système se dégrade et de plus en plus vite de surcroît. Alors écoutez Arthur Keller, justement ce que vous nous dites sur ce problème de traiter un problème avec une solution en silo, c'est un petit peu finalement ce que fait le gouvernement, ce que font tous les gouvernements quand on parle de transition énergétique, quand on parle de mix énergétique. Écoutez le papier sur France Info d'Angélique Bouin qui résumait le projet de réforme du mix énergétique français et européen. Aujourd'hui, notre consommation d'énergie, elle repose encore à près de 60% sur les énergies fossiles. L'électricité, cela ne représente qu'un peu plus d'un quart de notre consommation d'énergie. L'objectif du gouvernement, c'est de rendre la France moins dépendante des importations d'énergie fossile. Oui, le projet, c'est de ramener la part des énergies fossiles de 60% environ aujourd'hui à 30% en 2035. Et l'idée, c'est en effet de sortir totalement de notre dépendance aux fossiles dans 25 ans. 2050, c'est un objectif européen. Alors comment ? En continuant à augmenter notre production et notre consommation d'électricité, en menant donc une politique d'électrification des usages, avec entre autres le remplacement de la voiture thermique, par exemple, par de l'électrique. Le secteur des transports, vous le savez, est très gourmand en énergie fossile. Voilà, Angélique Bouin sur France Info le 28 avril. Passer à l'électricité en continuant, et pour cela, il faut continuer à consommer plus et à augmenter notre capacité à électrifier. Est-ce que c'est pas l'illustration de ce que vous nous disiez ? C'est un fonctionnement un problème, en une solution. Et c'est un fonctionnement en silo, un fonctionnement solutionniste et réductionniste. Le réductionnisme en science, c'est quand on prend un problème complexe, on le découpe en des petits problèmes plus simples, et on imagine ensuite qu'en les résolvant les uns après les autres, on peut ensuite agréger les solutions des différents petits problèmes en une grande solution globale. Ça marche quand on fait des maths, ça marche quand on est dans un laboratoire, mais dans le monde réel, ça marche pas, parce que c'est beaucoup plus complexe. En fait, aujourd'hui, la transition énergétique, puisqu'on parle de ça, la transition énergétique, il n'y a pas que les renouvelables. Il y a 3 dimensions principales dans cette transition. La première dimension, c'est effectivement développer les renouvelables, des batteries, des systèmes de stockage également, et c'est grosso modo électrifier un certain nombre d'usages pour décarboner la production électrique. Et donc on va produire et utiliser et stocker l'énergie différemment. Et on va électrifier un certain nombre d'usages et de dispositifs. Et là, on résout le problème de la carbonation. Non, on résout rien du tout. En tout cas, on croit le faire. On croit le faire. Là, ce que l'on fait, c'est qu'on rend un petit système, par exemple un véhicule ou un frigo ou je ne sais quoi d'autre, effectivement, lui-même, en tant que tel, il est moins émissif. Donc ça, c'est très bien. Mais sauf que si c'est totalement gommé par un effet rebond global qui fait que oui, mais on en vend beaucoup plus, ne serait-ce que parce que les producteurs de voitures, par exemple, les constructeurs automobiles, n'ont pas l'intention de produire moins de voitures. Ils ont l'intention d'équiper encore des continents entiers. Et donc, ce qui ne sera pas émis ici sera émis là-bas. Il y a un effet rebond massif qui fait que oui, on a beau avoir, unitairement parlant, des véhicules qui émettent moins, mais au final, on émet quand même toujours plus. Pour l'instant et pour encore longtemps. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que la transition énergétique, elle a 3 grandes parties. Et la première partie, c'est les renouvelables. Mais il y a la deuxième grande partie, c'est ce qu'on appelle l'efficacité énergétique. L'efficacité énergétique, c'est par de l'optimisation, par de l'innovation, utiliser moins d'énergie pour produire un bien ou un service donné.
Et puis il y a la troisième partie. Il faut surtout pas l'oublier parce que c'est la plus importante de toutes. C'est la sobriété. Voilà. Et la sobriété, quand on nous en parle et quand les gens ne confondent pas avec l'efficacité, parce que beaucoup de gens confondent les deux, la sobriété, en fait, là encore, excusez-moi, c'est un tout petit peu complexe, mais je fais vite, il y a 2 catégories de leviers qu'on peut actionner dans la sobriété. La première catégorie de leviers, on nous en parle, et c'est normal et c'est important, c'est réduire au maximum les gaspillages, les usages superflus. Voilà, c'est chauffer l'hiver d'1 degré ou 2 de moins son appartement et mettre une couche de plus, c'est conduire un peu moins vite sur l'autoroute, des choses comme ça. Supprimer les touillettes à la cantine. Donc là, il y a des choses, je dis touillettes, c'est évidemment, je provoque un peu en disant ça, mais globalement, non, il y a un vrai gisement d'efforts à faire, il y a un ensemble de choses que l'on peut faire qui permettent de considérablement limiter, j'ai envie de dire, les émissions. Et pourtant, même quand on fait la somme de tout ce que j'ai dit jusqu'à présent, ça va pas suffire, parce qu'on a beaucoup trop attendu, et aujourd'hui, la courbe est très très raide. Et donc, pour avoir une chance de descendre les émissions rapidement, il y a une dernière sous-catégorie de levier qui rentre aussi dans la sobriété. Mais cette dernière sous-catégorie de levier, personne ne veut en parler parce qu'on ne veut pas et on ne sait pas vraiment aujourd'hui comment l'activer. C'est dommage, parce que on sait que c'est celle qui fonctionne et de très loin le mieux. C'est laquelle ? Alors, c'est laquelle ? C'est produire et consommer moins. Ouais. Mais produire et consommer moins, c'est un peu contradictoire avec le premier levier. Non, c'est pas contradictoire, parce qu'en fait, ce que l'on nous explique, c'est que, oui, mais si on ne produit pas plus, on va avoir moins de PIB, et si on a moins de PIB et moins d'argent, nous dit-on, comment on va investir alors dans cette transition et dans les renouvelables ? La vérité, la réponse honnête à ça, c'est que nous n'avons jamais eu plus d'argent de toute l'histoire. Et donc peut-être mettre des limites à ceux qui ont déjà beaucoup trop. Alors là, c'est là que c'est vertigineux. On est au cœur du problème, c'est là que c'est vertigineux, parce que mettre des limites à ceux qui consomment trop, ou même à tout le monde, même nous mettre des limites parce que la planète a des limites et parce que c'est le moment de le faire, c'est un choix politique et il peut être démocratique. On est sans doute, mais dans une démocratie idéalement un peu plus éclairée. Donc il faudrait que les médias, excusez-moi Thomas, je ne parle pas de vous, mais il faudrait que les médias fassent mieux leur travail, il faudrait que l'école fasse mieux son travail, il faudrait que les discours politiques soient un peu plus éclairants et un peu moins manipulatoires peut-être. On n'aille pas me dire qu'on manque d'argent pour faire la transition énergétique. C'est pas un manque d'argent. Et donc du coup il faudrait croître pour financer ça. Mais non, c'est pas vrai. C'est juste que l'argent on le met juste pas au bon endroit. Arthur Keller, est-ce qu'il faut rentrer en décroissance ? Et c'est là que vous allez nous expliquer la croissance. Thomas, je vais vous en parler, mais si vous m'autorisez, je reviens juste en arrière pour finir un fil qui me paraît très important. Allez-y. Et je vous réponds après sur la croissance. Tout à l'heure, je disais que le problème, c'était que notre système, il prend des ressources, il les transforme, ensuite il détruit un petit peu la nature et puis il pollue. Mais juste, je voulais poursuivre parce que la métaphore que j'utilise, même si elle fait pas beaucoup plaisir, c'est la suivante. Enfin, une métaphore un peu, ça sera plus clair peut-être. Oui, ça sera plus clair, Allez-y. Je pense, mais pas super enjoué. Voilà, puis vous allez comprendre. Donc imaginez que vous ayez des maux de crâne à répétition. Imaginez que vous ayez des problèmes de peau, imaginez que vous ayez des problèmes de digestion. Bon, Qu'est-ce que vous faites ? 3 problèmes. Vous cherchez des solutions. Eh bien, j'ai une excellente nouvelle, il en existe. Donc, pour les problèmes de tête, vous pouvez avoir de l'ibuprofène ou du paracétamol ou que sais-je. Pour les problèmes de peau, vous allez voir un spécialiste parce que vous savez pas trop et un très bon dermato va vous dire voilà la crème qu'il vous faut, la pommade. Et puis pour les problèmes de digestion, vous allez voir un autre spécialiste, un gastro-entérologue va vous dire voilà le produit qu'il vous faut ou le changement de régime qu'il vous faut ou la tisane ou je ne sais quoi. Et donc vous avez en tout cas 3 problèmes, 3 solutions. Et donc si on voit les choses comme ça et si on s'arrête là avec cette façon de raisonner en mode problème-solution, on peut se dire on n'a pas besoin de se remettre en question fondamentalement, on peut continuer avec ces petits aménagements quotidiens à vivre normalement. Mais si ces 3 problèmes ne sont que des symptômes du fait que vous avez un cancer généralisé, c'est-à-dire un dérèglement systémique de votre organisme, alors Merci Arthur Keller. Ça change tout. Parce qu'en fait, il faut avoir compris, et on est vraiment dans ce cas-là au niveau de la Terre, il faut avoir compris la nature systémique de la problématique pour comprendre que la réponse à apporter à ce problème n'a rien à voir, et je précise bien absolument rien à voir, avec la somme des réponses aux différents symptômes. On ne guérit pas un cancer généralisé avec paracétamol plus pommade plus tisane. Le problème, c'est que pas grand monde ne l'a compris. Et que lorsqu'on écoute ce qui nous est proposé et présenté comme des solutions, on va avoir le paracétamol, on va avoir la tisane ou la pommade, mais on n'a pas une vraie réponse au problème fondamental qui est celui que j'ai décrit. C'est-à-dire on prélève trop, on transforme trop, on détruit trop, on pollue trop. En quête de systémisme, comment éviter l'effondrement, comment s'y préparer intelligemment, c'est notre conversation avec Arthur Keller, une parole sophistiquée et importante jusqu'à 19h. Walk in a straight line. Don't you apologize when you're right. You said straight spine. Take one step at a time. Just keep on breathing and you'll be fine.
like it's coming to an end. You say don't break, just bend. You say don't break, so if you free fall, can't help but hit the wall. Promise it's not your curtain call. Swear there's so much more, so much that's wonderful, and I'll be by your side through it all. So just take a breath in, you can let yourself shout. Feel the air on your skin and let your hair down. I don't really know if we'll come back to this town, but at least we're here right now. With your heart between my hands in Phoenix, knew that we'd survive, cause you made me believe it. When you're under attack and your world feels like it's coming to an end, I'll say don't break, just with my heart in your hands spilling over, and my head resting right on your shoulder. When I'm under attack and my world feels like it's coming to an end, you say don't break, just bend, bend, bend. You say don't break, just bend, bend, bend. You say don't break, just bend. Phoenix sur France Inter par Optala. Enquête de politique. Thomas Legrand. Alors Arthur Keller, on n'a pas cette réponse globale et systémique parce que on ne l'a pas compris, parce qu'on ne veut pas le voir. Est-ce que c'est du refus, du déni, les deux, mon colonel. Ou est-ce que parce que politiquement, ça engendrerait des bouleversements les trois, mon colonel. Oui, les trois. Mais effectivement, non, c'est pas vrai. Les gens l'ont pas compris. Alors je dis pas que personne ne l'a compris, mais il y a aucun aujourd'hui décideur qui a compris ça. Trump ne l'a pas compris. Trump l'a compris. Non, le premier décideur mondial, quand même. Oui. Non, Trump n'a probablement pas ou plus les capacités mentales, même pour comprendre ça. Trump, c'est un cas particulier. Même si c'est le plus grand décideur mondial, il y a des gens beaucoup plus brillants que lui qui sont à des postes décisionnels, et la quasi-totalité d'entre eux n'ont pas compris non plus. Ils ont compris qu'il y avait des problèmes graves, ça c'est sûr. Mais est-ce qu'ils ont compris la systémique ? Non. Est-ce qu'ils sont pas dans une posture ? Oui, mais on a des solutions. Mais la technologie va nous permettre d'eux. La plupart sont dans cette idée-là, ce qui est faux. Voilà, donc on n'a pas pris la technosolutionnisme. Le solutionnisme, même de manière générale, et effectivement sa version technosolutionniste tout particulièrement. Oui. Mais alors Arthur Keller, est-ce qu'on pourrait imaginer quand même que des politiques de décroissance intelligentes et acceptées soient mises en place ? Eh bien, écoutez, nous pouvons l'imaginer autant qu'on veut, parce que théoriquement c'est possible, mais tant qu'on reste dans ce système, avec ce système de valeurs également, c'est ce référentiel de valeurs, et évidemment les intérêts et les rapports de force installés, ben non, ça va pas être possible, parce que ça bousculerait tout ça de manière extrêmement profonde. Et donc c'est la raison pour laquelle je dis que oui, je suis fondamentalement et philosophiquement, je suis plutôt du côté des décroissants, je pense qu'ils ont raison, quand ils disent qu'il faut organiser une descente énergétique et matérielle, parce que de toute façon on va la subir sinon, et donc organiser une contraction économique, mais que cela signifie changer en profondeur notre système économique et social, ils ont raison, sauf qu'on ne sait pas vraiment le faire et que ça répond pas à toutes les questions. Si jamais on le faisait, ça créerait beaucoup de problèmes. Et donc, jamais on ne le fera, parce qu'on n'a pas les réponses à tout. Sauf que... On imagine peut-être, Arthur Keller, qu'un événement très particulier, un choc très particulier, puisse nous mettre dans cette situation, dans cet état d'esprit ou pas ? Non, même pas. La remise en question est beaucoup trop profonde. Et la crise parfaite qui arriverait à cela, elle n'existe pas. Je dis simplement qu'il y a 1001 raisons de ne pas faire le changement. Et effectivement, à court terme, ben oui, c'est mieux de ne pas le faire. Oui, mais à moyen long terme, on aura perdu de ne pas le faire. On peut trouver tous les jours des raisons de ne pas faire le changement. Elles ne valent rien en réalité pour ceux qui connaissent et qui comprennent les enjeux face aux raisons beaucoup plus profonde de faire le changement. Quand je disais tout à l'heure qu'on prélève trop en amont de ressources, qu'on les transforme, on détruit la nature, etc., et ensuite on génère trop de déchets et de pollution, pourquoi tout cela ? Mais parce que nous vivons dans des sociétés qui sont intrinsèquement et fondamentalement productivistes, qui sont ensuite consuméristes et matérialistes, qui sont croissancistes, et aujourd'hui les pires effondristes, c'est pas les gens comme moi, les pires effondristes, ce sont les économistes mainstream, qui sont les premiers à dire, mais si ça s'arrête de croître, ça se casse la gueule. C'est l'effondrement de notre modèle social. C'est eux qui parlent d'effondrement. Et donc, il faut que ça croisse. En tout cas, le pense-t-il, parce qu'en réalité, ils se tirent une balle dans le pied. Et donc, je vais répondre à la question. Mais donc, aujourd'hui, on est dans un système comme ça, qui, par essence même,
dépend d'une augmentation toujours plus grande de la masse monétaire en circulation et de la valeur ajoutée économique en circulation. Et ça, malheureusement, c'est très corrélé, surtout à l'échelle mondiale, avec des flux d'énergie et de matière. Donc il faudrait que les flux d'énergie et de matière continuent de croître. Oui, mais nous arrivons, et là c'est pas moi qui le dis, beaucoup d'études, là il y a une convergence quand même scientifique sur le sujet, nous arrivons aux limites précisément de la planète en matière de capacité à générer ces flux d'énergie et de matière. Donc nécessairement derrière, il va y avoir une contraction économique. Et c'est là que j'arrive sur la définition, parce qu'il faut déjà définir le terme. Décroissance, ça veut dire quoi ? Il y a beaucoup de gens qui disent « mais les décroissants sont fous, ce serait une casse sociale terrible ». J'entends des gens dire « on a bien vu que la décroissance pendant la crise de la Covid, ça a été une catastrophe, ça a projeté encore des centaines ou des dizaines de millions de personnes supplémentaires dans l'extrême pauvreté, etc. » Ce à quoi je réponds « ah bon ? Parce qu'il y a eu des politiques de décroissance qui ont été menées pendant la Covid. Non, alors ce qui s'est produit, c'est qu'il n'y a pas eu de décroissance pendant la Covid, il y a eu une contraction économique dans un système de croissance. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre. Nous arrivons aux limites du système Terre dans sa capacité à générer ces flux d'énergie et de matière. Et dans les 10, 15, 20 prochaines années, en tout cas ce sera très probablement dans la première moitié de ce siècle, nous allons arriver à des limites absolues qui font que les flux d'énergie et de matière vont décroître, qu'on le veuille, qu'on l'organise, il faudrait le faire, ou pas, et auquel cas nous le subirons. Et ça va entraîner une contraction économique. Cette contraction économique, alors, soit on change en profondeur le modèle économique et social pour pouvoir organiser et même peut-être accompagner, piloter jusqu'à un certain point cette descente énergétique et matérielle et cette contraction économique en faisant en sorte que les plus fragiles aient quand même de quoi ce qu'il faut pour survivre, pour vivre décemment et que ça fasse pas éclater les sociétés derrière par des conflits intra-étatiques ou interétatiques. Donc soit on organise tout ça, soit on continue sur le modèle actuel, qui est un modèle de croissance, et comme le disent les économistes principaux, si ça arrête de croître, ça va s'effondrer alors. Puisque nous ne pouvons plus croître dans un système qui ne sait pas faire autre chose que croître. Donc partons de là, ce que je dis dans certaines de mes interventions... Vous pronostiquez l'effondrement. Alors, je suis plutôt sur un usage du mot effondrement au pluriel, ça dépend de quoi on parle. Par exemple, l'effondrement du vivant, il est de fait, c'est pas moi qui l'invente. La vie sur Terre est en train de s'effondrer telle que nous la connaissons. Pour donner un élément, nous avons aujourd'hui, sur l'ensemble des vertébrés, environ 35 000 populations de vertébrés qui ont été suivies depuis 1970 jusqu'en 2020, donc sur exactement 50 ans. Voilà, les vertébrés, c'est une immense famille du vivant qui intègre les mammifères terrestres et marins, les poissons, les amphibiens, les reptiles et les oiseaux. Et sur l'ensemble de ça, sur la planète entière, tous les continents, tous les océans, ce qu'on observe, c'est des taux de déclin partout, à quelques très rares exceptions localisées près. Si on fait la moyenne de ces taux de déclin sur 50 ans, on est à moins 73%. Donc les bactéries se portent très bien, certaines formes de vie primitives, j'ai envie de dire. Pour les formes de vie complexes comme la nôtre, la vie sur Terre est en train de s'effondrer, et ce n'est pas moi qui le dis, ça fait un moment quand même que les spécialistes nous alertent que nous sommes entrés dans une dynamique d'extinction massive du vivant sur la planète Terre. L'effondrement du vivant, on peut le dire, c'est pas un mot excessif, c'est pas pour faire peur, c'est factuel. Voilà. Et ensuite, il y a d'autres types d'effondrement. L'effondrement, ou en tout cas le déclin, voilà, ça va dépendre de la forme et de la vitesse que ça va prendre, et ça, je suis pas Nostradamus. Mais en tout cas, la fin, d'une manière ou d'une autre, de notre modèle économique est certaine. Quand, comment, à quelle vitesse, je ne sais pas. Je me souviens du guerrier de la route, l'homme que nous appelions Max. Comment éviter un effondrement total à la Mad Max ? Le film date de 1982. Pour comprendre qui était cet homme, il faut revenir à une autre époque. Quand le monde tournait au carburant noir et que fleurissaient dans les déserts de grandes cités de tubes et d'acier. Pour des raisons aujourd'hui oubliées, de puissantes tribus entrèrent en guerre, allumant un brasier qui les dévora toutes les deux. Sans carburant, elles n'étaient rien. Leur empire était de paille. Le grondement des machines octa et s'éteignit. Les chefs parlèrent et parlèrent et parlèrent encore. Mais rien ne pouvait endiguer le désastre. Leur monde s'écroula. Les bandes prirent le contrôle des routes, prêtes à se faire la guerre pour un bidon de carburant. Alors Arthur Keller, les crises de 2008, la crise aujourd'hui avec les folies de Donald Trump et puis... Oui, les folies de Donald Trump, ça va peut-être donner lieu à un effondrement monétaire, c'est encore autre chose. Quand le dollar... Mais ce sont des alertes. Ça peut être des alertes. C'est plus que des alertes, c'est des signaux même... pour nous faire prendre conscience. Qui ne sont même plus faibles, qui commencent à être forts.
maintenant, il faut quand même, pour finir cette émission, parler de résilience. Parce que là, il nous faut souffler un peu, encore une fois. Je suis d'accord. Avec tout ce qu'on a pris dans la figure avec vous. Résilience. Vous m'avez invité pour ça. Oui. Allez-y. Thomas. Alors la résilience, c'est pas la panacée. Ça résoudra pas tous les problèmes. Mais j'explique pourquoi je suis fait partie des gens qui prônent une certaine forme de résilience. Contrairement à ce que certains prétendent, parce qu'il y a énormément de mésusages du terme résilience. Il y a des mésusages, mais il y a aussi des usages médicaux, il y a d'autres usages. Il y a plein d'usages. Voilà. Alors, n'importe qui peut regarder. Il y en a qui sont à la mode, quand vous êtes largué ou quand vous avez été malade, on parle maintenant de résilience, il y a des livres de développement personnel sur la résilience. Bon. Voilà, ça c'est des choses qui s'ancrent dans la résilience psychologique individuelle. On n'est pas de là. Mais en fait, n'importe qui peut aller sur Wikipédia, sur Google ou sur un autre moteur de recherche, vous faites résilience wiki ou Wikipédia, ça fait partie de la liste. De mémoire, c'est le dernier point tout en bas de la liste. Quand on parle des sociétés humaines ou des systèmes socio-écologiques, quand on parle de ça, la résilience a un sens bien particulier. Et dans ce contexte-là, on va schématiser en disant que la résilience, c'est la capacité d'un système à, tout d'abord, quand il y a un choc qui se produit, quand il y a une crise qui arrive, tout d'abord résister. Et malgré les petites fluctuations jusqu'à un certain point, quand même ne pas bouger. Et ça, on appelle ça la robustesse. Voilà. Mais la robustesse et résilience, ça n'a rien à voir. La résilience, c'est un ensemble avec, certes, de la robustesse, mais surtout pas que de la robustesse. Parce que si le choc est trop fort, si on dépasse la fluctuation et si vraiment ça devient un choc profond, la robustesse, ça va casser. Voilà. La robustesse, ça vient de robur, le chêne rouvre en latin, c'est un chêne extrêmement solide. Il faut pouvoir encaisser du coup. Il encaisse, mais sauf que si c'est trop fort, il va se déraciner ou se casser. Bon, donc il y a de la robustesse et il y a la deuxième partie de la résilience qui est l'adaptabilité. C'est la capacité du système à passer en mode dégradé, de façon agile, à se concentrer pour maintenir les fonctions essentielles, à sacrifier temporairement ou pas d'ailleurs des fonctions secondaires. Ensuite, il y a une troisième dimension de la résilience qui s'appelle la flexibilité, c'est la capacité ensuite à rebondir quelque part de façon rapide. Voilà. Et la quatrième dimension qui n'est pas toujours là et qui est la cerise sur le gâteau, disons que plus il y en a, plus le système sera globalement résilient, c'est la transformabilité, la capacité d'un système donc à évoluer vers autre chose. Et ce qu'il faut bien se dire, c'est que la résilience, intrinsèquement, n'est pas un retour à la normale. Il y a des gens qui utilisent mal le terme, qui disent oui mais la résilience finalement c'est maintenir le système puisque c'est un retour à la normale. J'entends qu'il y a pas mal de gens qui utilisent à tort le mot résilience pour dire ça. Mais ce n'est pas le bon usage de la notion. Le fait de vouloir revenir à la normale, c'est juste une approche classique de prévention des risques et gestion de crise. Nous sommes toujours jusqu'à 19h avec Arthur Keller, ingénieur spécialiste des risques systémiques et des stratégies de résilience. France Inter, enquête de politique. Thomas Legrand. Alors, revenons au concret de l'effondrement tel que vous l'imaginez ou le prévoyez. Quelle serait la résilience nécessaire pour nos sociétés ? La résilience n'est pas la finalité. Comme je le dis des fois pour rigoler, entre guillemets, une dictature, c'est souvent très résilient. Et donc, c'est pas la finalité. Non. Le but, c'est de pouvoir passer effectivement le choc en donnant des capacités, en empouvoirant les gens, en les encapacitant. Désolé, il n'y a pas vraiment de mot en français pour l'empowerment, anglais, en leur donnant des clés pour ne pas faire que subir. Et justement, si jamais ça se produit, et il y a des fortes chances pour que ça se produise sous une forme ou une autre, et ce sera différent selon les endroits, mais que les gens puissent ne pas que subir et prendre derrière en main les choses et leur destin. Mais c'est donc pas la finalité. La résilience, c'est une propriété qui permet de ne pas, ou de limiter justement l'effondrement. C'est un état d'esprit aussi. Et c'est une démarche, et c'est une... Je dirais pas que c'est un état d'esprit, mais disons que la résilience s'ancre dans un état d'esprit qui n'est pas aujourd'hui très développé en France, qui est une culture du risque, de la responsabilité et de la solidarité. Et quand je dis responsabilité, il ne s'agit pas de faire peser trop de responsabilités sur les épaules des gens. C'est pas ça que je veux dire par là. Mais c'est comme je le dis souvent, même si on n'est pas coupable du passé, on est quand même responsable de l'avenir. Et on a des moyens d'action. On peut ne rien faire et subir derrière, ou on peut quand même prendre un peu certaines choses en main collectivement. La résilience, c'est collectif. Ça engage le plus possible d'acteurs ou d'agents ou d'habitants d'un territoire. Donc juste pour dire, demain, nous allons avoir des chocs. Ces chocs, tant qu'ils resteront dans une marge gérable, on aura un petit incident ou un gros incident par-ci, par-là. Confère la crise électrique en Espagne. La crise électrique, tant qu'on revient
à la normale derrière. Bon, c'est une parenthèse désagréable et on n'a pas fait beaucoup de résilience. Je dis pas qu'il n'y en a pas eu par-ci par-là, mais globalement, ça a été de la résilience oui, on peut utiliser le mot résilience, mais dans un registre bien spécifique. Là, il s'agit plus du registre des systèmes socio-écologiques, des sociétés. C'est juste la résilience des infrastructures de production d'électricité, du réseau électrique. Là, oui, il y a aussi une autre acception du mot résilience dans les spécialistes des infrastructures, mais c'est très particulier. Mais au niveau de la société, il s'agit de revenir à la normale. Donc, c'est juste une gestion de crise en réalité. À partir du moment où on reste persuadé que l'avenir nous réserve des surprises sous forme de crises qui sont chacune limitées dans l'espace et dans le temps, ponctuelles, eh bien on traitera l'une, puis l'autre, plus ou moins bien, mais on va pouvoir globalement maintenir ce système. Non, moi je vous parle d'autre chose. Je vous parle au moment où précisément ce système ne tiendra plus. C'est-à-dire toutes les stratégies qu'on peut avoir ou les solutions qui nous sont présentées comme telles, qui sont des solutions d'atténuation des problèmes et d'adaptation, évidemment qu'il faut les mettre en place. Elles sont vitales. Et évidemment, je ne dis pas le contraire. Mais que va-t-il se passer le jour où nous réaliserons que nous n'aurons pas réussi ni à atténuer suffisamment vite, ni à nous adapter suffisamment vite, où il va y avoir des points de rupture. Et quand je dis des points de rupture, je parle de rupture majeure de continuité, et par exemple notamment de rupture de chaîne d'approvisionnement de choses essentielles. Et durable, pas juste pendant une semaine, et pas juste localisée, non, qui toucherait, par exemple pour des questions d'approvisionnement en combustibles fossiles, qui pourrait toucher toute l'Europe, ou une grande partie de l'Europe simultanément, et pendant des mois. Vous dites que nos sociétés politiques et nous individuellement, on doit commencer à réfléchir à ça et à s'organiser pour ça. On doit anticiper le risque de rupture. Et certains disent que c'est du catastrophisme. Honnêtement, non, c'est de la gestion de risque. Voilà, moi j'ai une posture de gestion de risque. Certains disent, oui, vous ne pouvez pas prouver, Monsieur Keller, que ça va arriver. D'une part, c'est vrai que c'est pas prouvable, mais enfin, on peut pas non plus prouver que ça va pas arriver. Donc, si on commence à rentrer dans la charge de la preuve, on s'en sort pas. Par contre, c'est officiellement et objectivement plausible. À partir du moment où c'est plausible, à partir du moment où c'est très grave, si c'est jamais et c'est chaque jour de plus en plus plausible. C'est chaque jour. Alors, on est d'accord. On accélère vers ça, puisqu'on a de moins en moins de marge de manœuvre dans ce système qui est optimisé à pas mal d'égards et optimisé surtout sur le plan financier d'ailleurs. Mais bon, bref. Et donc, au final, il faut préparer le cas où ça serait pas rigolo. Voilà. Et il s'agit pas de prévoir. On est sur un bateau. Il s'agit de mettre des canaux de sauvetage sur le bateau au cas où il coulerait. La grosse différence avec le bateau, elle est la suivante. C'est que dans le cadre d'un bateau, tout le monde sait qu'un bateau peut couler parce que c'est déjà arrivé X fois. Bon. Et donc, lorsque des gens partent en croisière, eh ben, ils sont rassurés qu'il y ait des canaux de sauvetage à bord. On va pas dire, mais non, mettez pas des canaux de sauvetage à bord, malheureux. Parce que ça va attirer l'attention de tous les gens sur le fait qu'il pourrait y avoir un naufrage et donc plus personne va vouloir venir sur le bateau. Non, précisément, les gens viennent parce qu'il y a des canaux, parce qu'ils savent que ça peut couler. Bon, dans cette société, on n'a pas compris que ça pouvait couler. Ah, c'est mieux avec vos métaphores quand même, c'est vrai. On n'a pas compris. Et donc, on ne veut pas mettre de canaux de sauvetage en disant « Mais non, mais c'est catastrophique, ça va faire peur à tout le monde. » Mais non, si les gens comprenaient véritablement le risque, si on était honnête avec eux là-dessus, et s'il y avait un peu plus de gens qui avaient une approche systémique peut-être, eh bien, on serait plutôt rassurés et on travaillerait sur la création de ces plans B, on va dire, territoriaux. C'est une émission politique, Arthur Keller. Est-ce que vous voyez... Je ne vais pas vous demander dans le personnel politique, je connais votre réponse, mais est-ce que vous voyez dans les débats politiques, dans les préoccupations des gens que vous croisez quand vous faites des conférences, par exemple, voilà, ou dans votre vie de tous les jours, est-ce que vous voyez émerger cette compréhension des choses et cette vision d'un monde systémique ? Écoutez, oui, mais surtout non. C'est-à-dire que oui, il y a des choses qui émergent, évidemment. Et on est quelques-uns quand même à plancher là-dessus, je ne suis pas le seul. Et à force de marteler certaines choses, à force de faire passer des messages, il y a pas mal de gens qui commencent à se réveiller. Ça ne veut pas dire qu'ils ont tout compris, ça ne veut pas dire qu'ils optent pour les bonnes stratégies, qu'ils abandonnent un certain nombre de choses qu'ils font, parce qu'il faut aussi déconstruire des choses et abandonner des choses. Il faut arrêter, remettre en question. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'il y a surtout beaucoup de nouveaux projets, mais pas de remise en question de ce qui existe déjà. Est-ce que vous voyez Arthur Keller parmi... les futurs décideurs, les futurs ingénieurs, est-ce que vous voyez une prise de conscience ? On a parlé déjà dans cette émission des bifurqueurs de l'agro qui veulent changer de modèle radicalement. Il y en a aussi à Polytechnique, ceux qui ont tourné le dos à Pouyanné. Il y a dans des écoles d'ingénieurs et dans des écoles de commerce même des jeunes qui se posent des questions. Est-ce que vous sentez quelque chose arriver ou pas ? Alors, il y a ces émergences-là qui n'existaient pas il y a encore 5 ans ou 6 ans. Donc, oui, il y a des choses qui émergent. Maintenant, soyons clairs, la quasi-totalité de ces jeunes-là, puisqu'on parle des jeunes, ce sont des jeunes de grandes écoles, qui sont des jeunes, en général, de bonne famille, qui sont des jeunes qui peuvent se permettre de bifurquer, parce que peut-être derrière, il y a papa-maman ou je ne sais quoi. Ils peuvent se permettre de ne pas tout de suite trouver le job dans l'industrie parce qu'ils ont besoin de manger.
Et même dans ces cas-là, c'est une minorité. Donc ça existe, et c'est tant mieux. Mais est-ce que ça va suffire ? Il faut se dire la chose suivante. On peut désespérer du fait que les gens qui réagissent vraiment et qui comprennent qu'il faut bifurquer, déjà, c'est pas parce qu'on comprend qu'il faut bifurquer qu'on comprend comment le faire et comment le faire bien, mais au-delà de ça, bon, on peut s'en réjouir et on peut aussi surtout donc se désespérer du fait que ce soit tout petit. Mais par contre, moi ce que je vais vous dire, c'est que c'est forcément tout petit. On sera forcément une minorité. Et si on commence à vouloir embarquer dans un grand changement systémique toute la population, on va pas s'en sortir. Donc nécessairement, c'est une minorité. Et ce n'est pas une raison pour désespérer. Parce que la minorité peut tout changer. Si cette minorité est organisée de façon cohérente et si cette minorité est coordonnée en réseau, ça ne veut pas dire qu'on est tous d'accord, qu'on communique tous avec tous, c'est pas la question, mais qu'on se met en réseau et qu'on n'a pas ici une alternative intéressante, ici quelqu'un qui bifurque, ici quelqu'un qui ceci, ici quelqu'un qui cela, mais qu'on a bien tout un réseau, un système, et une dynamique, et une dynamique qui se met en place. Il faut que cette dynamique ait un minimum de cohérence globale, que ce soit pas 1001 nouveaux projets, mais bien une grande alternative très multidimensionnelle qui émerge avec des décideurs qui auraient le rôle plutôt de facilitateurs de cette émergence d'un foisonnement d'alternatives qui vont peut-être dans tous les sens, mais qui en tout cas ont compris qu'il fallait travailler sur à la fois la résilience territoriale et interterritoriale et à la fois sur la construction et la mise en place d'alternatives territoriales qui représenteront un plan B et qui nous permettront demain, quand ça va commencer à sérieusement dysfonctionner, voire quand ça va tomber en panne, qui nous permettront, dans un premier temps, d'assurer nos besoins essentiels, dans un deuxième temps, de reconstruire sur des bases un peu plus saines un nouveau système. Voilà. Merci. Et c'est possible. Merci Arthur Keller. Je vous avais prévenu, chers auditeurs, c'est dense, mais Arthur Keller, si on veut aller plus loin avec vous, qu'est-ce qu'il faut consulter comme site? Où est-ce qu'on peut retrouver vos conférences? Pas un site en particulier, si ce n'est que vous pouvez aller voir ma toute petite chaîne YouTube. Ma chaîne, j'en fais pas la pub, parce que je ne suis pas très actif. Simplement, sur cette chaîne YouTube, je mets des vidéos, certaines vidéos. Et donc sur cette chaîne, vous trouverez des conférences de moi. Je vous invite à aller voir soit mon cours à Centrale, mais il commence à dater un petit peu, soit des conférences plus récentes. Voilà, vous pouvez évidemment regarder, il y a différentes playlists. Dans la playlist conférences, vous pouvez classer par la plus récente. Voilà. Et là, vous aurez à la fois une conférence beaucoup plus détaillée et puis à jour si vous prenez une des plus récentes. Voilà. Et pour ceux qui voudraient aller encore plus loin, il y a une plateforme que je recommande à tout le monde, pas simplement parce que je suis dessus, mais parce que c'est une plateforme de grande qualité, une plateforme de formation en ligne, des MOOC, qui s'appelle Sator, S-A-T-O-R. Voilà, et vous verrez, il y a plein de cours intéressants, notamment le mien. Alors pour ceux qui vraiment n'en auraient pas eu assez de m'entendre parler, il y a presque 12 heures de cours. Voilà. Merci Arthur Keller. Et on peut bien sûr réécouter cette émission, comme toutes les émissions, comme tous les numéros d'Enquête de politique, en podcast sur l'appli Radio France. Enquête de politique est réalisée par Christophe Imbert. Les archives sonores sont dénichées par Franck Olivard et à la technique ce soir Anne-Laure Cochet et Rémi Sistiaga. La musique était choisie par Thierry Dupin. On se retrouve dimanche prochain et l'on se demandera si le trumpisme est un fascisme et donc s'il faut ajouter cette émission à notre série de 3 numéros d'Enquête de politique sur le fascisme. Eh bien on verra si c'est opportun. D'ici là, n'oubliez pas, si vous ne vous intéressez pas à la politique, c'est la politique qui s'intéressera à vous.